2, 3, fight! You win! Bonjour à tous, merci d'être là si nombreux. Aujourd'hui, je vais vous parler de web décentralisé. Je vais commencer par me présenter, je m'appelle Antoine Cailly, je suis développeur à Zenica et je suis absolument pas un expert dans le domaine de ce que je vais vous parler. Par contre, ça fait un bout de temps que je m'y intéresse et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous retransmettre un peu ce que j'ai découvert de la manière la plus simple possible. Mais avant de commencer, on va regarder un peu le web en 2019 et on va commencer par le sujet de la censure. Je ne sais pas si vous savez, mais ça fait déjà presque 2 ans que, par exemple, en Turquie, Wikipédia est bloqué par le gouvernement et donc les Turcs n'ont pas accès au Wikipédia classique. Par contre, il y a des alternatives qui sont hébergées sur des réseaux, par exemple IPFS ici, on en reparlera. Des snapshots de Wikipédia qui ont été hébergés sur des réseaux qui sont plus compliqués à censurer et du coup ça permet aux Turcs d'y accéder. Plus récemment, il y a eu le référendum pour l'indépendance de la Catalogne en Espagne et le gouvernement espagnol, étant donné qu'il trouvait ce référendum illégitime, a essayé de bloquer les sites qui indiquaient où se rendre pour aller voter. Et sur ce même réseau IPFS, on retrouvait ces mêmes sites qui, eux, étaient beaucoup plus compliqués à censurer et donc qui ont permis de récupérer l'info. On enchaîne avec la suppression des données et là, on a un spécialiste en la matière, je vous laisse apprécier sa rhétorique. Il n'est pas très convaincu par le réchauffement climatique et du coup, quand il est arrivé au pouvoir, l'administration américaine a supprimé pas mal de données sur le changement climatique. Heureusement, il y a des gens qui avaient fait des sauvegardes et qui les ont repartagées sur un réseau que là, vous connaissez un petit peu plus sûrement, qui est BitTorrent. Et puis, dans la foulée, il y avait des données qui étaient issues d'une initiative Open Data à la Maison-Blanche, qui ont été supprimées le 14 février 2017. Et là, il y a une autre personne encore qui avait récupéré les données et qui les a hébergées à nouveau sur un autre réseau qui s'appelle DAT. Autre thème, la centralisation des services. Si je regarde tous les services qu'on voit sur cette diapo, je les utilise tous personnellement, à part Instagram. Et le point commun, c'est qu'on peut les associer à soit Google, soit Facebook. Et finalement, ça fait pas mal de centralisation. Et puis, du coup, quand il y a des scandales un peu de sécurité, de fuite des données, des choses comme ça, et ben forcément, ça commence à poser problème. Il y a le mouvement Delete Facebook, mais en fait, il y a de grandes chances que les autres grands acteurs aient des pratiques assez similaires. Centralisation des services, mais aussi centralisation du trafic. Si vous avez un site internet, il y a en moyenne 77% de chances que la personne qui y arrive soit passée soit par Google, soit par Facebook. Donc 77%, là on est loin d'être négligeable, on est à une grosse majorité, beaucoup plus. Il y a un point commun dans tout ça, c'est qu'à chaque fois, on a quelque chose au milieu qui centralise tout, les services, le trafic, etc. Et du coup, s'il disparaît, tout s'écroule. Et puis, surtout, ça veut dire que, comme tout passe par lui, il y a un unique point de contrôle, donc un pouvoir énorme. Une solution, ça pourrait être d'éclater ce point central en plusieurs points centraux. Et c'est ce que je vais appeler les réseaux fédérés. On trouve plusieurs appellations, donc là, je vous propose la mienne. Et là, le meilleur exemple que j'ai trouvé de réseau fédéré, que vous connaissez probablement, c'est l'alternative à Twitter, qui est Mastodon. Le principe, c'est on offre les mêmes services, sauf qu'il n'y a plus un seul Twitter, il y a plein de serveurs Mastodon qui proposent chacun leur politique d'usage, mais qui sont capables d'interagir tous les uns avec les autres. Donc si on supprime un serveur Mastodon, tout le réseau Mastodon ne s'écroule pas. Et puis on peut aller plus loin, on peut distribuer le réseau, où là il n'y a plus de différence entre client-serveur. Chaque nœud prend la même place sur le réseau.
Et du coup, là, il y a un exemple qui est peut-être pas classique, c'est Git par rapport à SVN. Sur SVN, si vous enlevez le serveur, ça devient beaucoup plus compliqué de collaborer. Pourquoi? Parce que le serveur, il a un rôle particulier par rapport aux clients qu'on a sur nos machines. Alors que sur Git, le serveur, finalement, c'est presque un client auquel on aurait enlevé des fonctionnalités. Mais grosso modo, il a les mêmes fonctionnalités que les clients, ce qui fait qu'on peut s'en passer. Et on peut quand même continuer à collaborer par d'autres moyens, par clé USB, par réseau local, par mail, etc. Comment ça marche, ces types de réseaux-là? Pour commencer, il faut y rentrer. Ça va y avoir une étape de bootstrapping, donc rentrer dans le réseau. Et la technique la plus connue, ça va être de récupérer l'adresse d'une node publique pour pouvoir commencer à interagir avec elle et puis ensuite rentrer dans le réseau. Il y a une autre technique quand vous êtes en réseau local, c'est d'utiliser le multicast DNS, ça a plusieurs noms suivant les fabricants. Mais typiquement, c'est comme ça que fonctionne votre Chromecast ou votre Apple TV. Quand vous êtes sur un même réseau, hop, on voit tout de suite apparaître les gens qui sont connectés. Par exemple, si je veux rentrer sur le réseau Bitcoin, comment je fais? Eh bien, je peux récupérer l'adresse d'un DNS par un autre biais, par exemple ici bitseed.xf2.org. Je fais un NS lookup dessus et j'ai une liste d'adresses IP qui sont associées à ce nom de domaine. Je vais tester chaque IP une à une et puis au bout d'un moment, je vais tomber sur une node valide et je vais pouvoir commencer à interagir avec elle et à échanger des transactions. Une fois que je suis rentré, comment je fais pour retrouver un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur du réseau? Comment je découvre ce qu'il y a à l'intérieur du réseau? Alors là, il y a plusieurs techniques et je vous propose qu'on retourne un peu dans le passé, dans les années 2000, au moment de la naissance de réseaux comme Gnutella, les premiers grands réseaux peer-to-peer publics. Là, il y avait une technique simple, c'est que tout le monde demande à tout le monde. Au bout d'un moment, on va finir par tomber sur la personne qui a l'info et elle va nous remonter. Donc c'est simple, mais au niveau efficacité réseau, c'est pas top. Donc du coup, il y a Emule et BitTorrent qui après ont implémenté un autre mécanisme qui s'appelle l'étape de hachage distribué. Où là, on va être un peu plus économe en termes de réseau. L'étape de hash distribué, comment ça fonctionne? Je vais détailler une implémentation Kademlia, c'est la plus simple, c'est la seule que j'ai réellement compris. Et c'est celle qui est utilisée un peu partout dans tout ce que j'ai creusé. Et c'est peut-être lié au fait que ce soit très simple à comprendre et à implémenter. Comment ça fonctionne? Dans notre exemple, on va avoir 16 nœuds qui vont avoir un identifiant de 0 à 16 du coup. Chaque nœud va connaître l'adresse du nœud à une distance de 1, de 2, de 4 et de 8. Au cas où il n'y a pas de nœud 8, on va prendre le nœud 9. On va incrémenter de 1, c'est pas grave. Pour calculer la distance, on va utiliser une fonction toute bête, le XOR. L'avantage, c'est qu'elle est très simple à calculer. Elle est symétrique, c'est-à-dire que si quelqu'un est à une distance de 2 de moi, et ben moi, je suis à une distance de 2 de lui. Et elle est unique, c'est-à-dire que si deux personnes sont à une distance de 2 de moi, ça veut dire que c'est la même personne. Ces contraintes-là, elles ne sont pas forcément respectées dans les fonctions de distance utilisées dans les autres implémentations, et c'est en partie pour ça que c'est un peu plus compliqué à comprendre. Du coup, si je veux savoir sur le réseau qui possède foo.txt, eh bien, je vais récupérer déjà le info hash de foo.txt. C'est un hash sur la donnée qui va nous donner le numéro de la node qui a les infos. Donc je sais que la node numéro 15, c'est qui partage foo.txt. Comment j'atteins cette node numéro 15? Eh bien, je vais demander à la node que je connais, la plus proche de 15, donc la 8, si elle sait comment se rendre jusqu'à 15. La 8 va demander à la node la plus proche de 15, la 12 va demander à la 14 va demander à la 15, et hop, on a trouvé notre node avec une complexité log de n, donc pour des réseaux de plusieurs millions de nodes comme peut l'être potentiellement BitTorrent, c'est assez efficace.
Et concrètement, un exemple, c'est les magnet links sur BitTorrent. En fait, les magnet links, ça permet de se passer des trackers, qui sont un peu une sorte de centralisation. Et si vous ouvrez un magnet link, vous trouverez un info-hash dedans, en fait. Et donc, si, imaginons, je travaille à Adopi, et je veux surveiller les téléchargements du dernier film qui est sorti. Et comment je fais ? Eh bien, je me rends sur un site de torrent dont j'ai habilement masqué le nom. Je regarde sur la page d'accueil le info-hash qui s'affiche en clair, je le récupère. Et puis, je vais faire un petit script JavaScript. Je vais récupérer une dépendance BitTorrent DHT pour interagir avec la table de hachage distribuée. Et puis, une petite librairie qui me donne le pays de l'IP que je récupère. J'initialise des trucs. Je dis à la table de hash que dès qu'elle a trouvé quelqu'un, elle prend son pays et puis elle le stocke dans les résultats. Je mets un timeout au bout de 10 secondes et à la fin des 10 secondes, j'affiche le résultat et puis je lance le lookup. Donc là, je lance le mécanisme qu'on vient de voir juste avant sur le info-hash que j'ai récupéré sur le site. Donc là, on a un script qui tient sur une slide et au bout de 10 secondes, je sais que j'ai 12 gens qui partagent le torrent et dont il y en a 5 français, et donc je peux déjà commencer à contacter les FAI pour leur envoyer des petits mails. Donc ça, c'est vraiment pour montrer que c'est hyper simple à faire, et donc il faut bien se rappeler que c'est pas parce que c'est peer-to-peer, on a éclaté le réseau, que c'est forcément privé. Ça vient pas forcément avec, c'est possible, mais il faut le travailler. La blockchain dans tout ça, parce que c'est un peu le réseau distribué du moment, comment ça fonctionne ? Eh bien, ça ressemble c'est assez proche de Gnutella, finalement. L'idée, ça va être que chaque nœud va transmettre les informations à tous les nœuds qu'il connaît, un peu comme une rumeur, d'où le nom Gossip Protocol, Gossip en anglais. Et finalement, on s'attend à ce que si tout le monde fait ça et que tout le monde soit assez connecté, l'information circule assez vite au sein du réseau, aussi vite qu'une rumeur. Ok, donc on sait comment retrouver des choses sur le réseau. Maintenant, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est comment on discutait entre nous. Donc ça, c'est le côté canal de communication, de transport. Là, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'en fait, on va retrouver les mêmes technos qu'on a l'habitude d'utiliser entre client-serveur, c'est de l'HTTP ou WebSocket. Client-client, on a du WebRTC, on a les API Bluetooth maintenant, et puis serveur à serveur, on a les classiques UDP, TCP, UTP ou MicroTP, qui est un peu un mix des deux précédents pour en tirer le meilleur, et puis Quick, qui est un peu la même chose, et dont vous avez peut-être entendu parler dernièrement, parce que c'est ce qui a été retenu pour HTTP 3. Donc le transport, c'est assez classique. Maintenant, on sait comment communiquer, on va pouvoir commencer à s'échanger des données, et là, on va avoir un petit souci à régler, c'est comment on est sûr que la donnée que j'ai envoyée, elle est bien reçue telle qu'elle à l'autre bout. On va devoir gérer l'intégrité des données. Et pour ça, il y a un truc super qui s'appelle le Merkle Tree, aucun rapport. Comment ça fonctionne le Merkle Tree ? On part de notre donnée. On va calculer un hash, un identifiant. Donc le hash, le principe, c'est que si la donnée, tout ce qu'il y a en dessous, si ça change, le hash change forcément. Au-dessus de tout ça, on calcule un root hash. Et puis, si on rajoute des données en dessous de ce root hash, eh ben, à chaque fois, le root hash va changer. Donc on peut avoir une donnée super complexe. À chaque fois qu'on fait une petite modif, le root hash va changer. Et donc, si moi, je demande au bonhomme bleu de m'envoyer la donnée numéro 3, qu'est-ce que le bonhomme bleu a besoin de m'envoyer pour que je sois sûr que ce soit bien la bonne donnée que je reçois ? Eh bien, en fait, si on part du principe que je connais le root hash de source sûre par un autre biais, eh bien, le bonhomme bleu, il a besoin de m'envoyer que ces infos-là. Pourquoi ? Parce que quand je reçois la donnée numéro 3, je peux calculer son hash. Comme j'ai le hash numéro 4, eh bien, je peux calculer le hash 3, 4. Et puis comme j'ai le hash 1, 2, je peux calculer le root hash. Et comme le root hash, je le connais de source sûre, je peux le comparer au résultat de mon calcul. Et si c'est la même chose, alors je suis sûr et certain que la donnée numéro 3 que j'ai reçue, elle est bonne.
Et ça, sans avoir trimballé toute l'intégralité de la structure sur le réseau. Donc c'est super pratique, et du coup, c'est utilisé partout. C'est utilisé dans Git, par exemple. Le commit hash, le commit, c'est un root hash, finalement. Si vous avez quelque chose qui change dans votre commit, le hash de votre commit va changer, forcément. En dessous, il y a les trees pour les répertoires, les blobs pour les fichiers. On va retrouver la même idée dans les headers de blocs du Bitcoin. On va avoir un root hash, donc là, au lieu d'avoir des fichiers en dessous, on va avoir des transactions. Même chose pour Ethereum, une autre blockchain. On va aussi avoir la même chose sur BitTorrent, sauf que là, on ne va pas avoir beaucoup de niveaux, on va juste diviser le torrent en plusieurs parties. Mais dans le torrent, il y a le root hash. Et puis IPFS, dont je parlais un peu plus tôt, qui est un système de fichiers distribué. Et en fait, le système de fichiers, ça va être l'arbre de Merkle, un peu à la manière de Git. C'est tellement utilisé qu'en fait, il y a un projet à côté de IPFS qui est utilisé par IPFS qui s'appelle IPLD et qui permet un peu de s'abstraire, d'ajouter une couche d'abstraction pour interagir entre IPFS, entre Bitcoin, Ethereum, Git, et puis d'autres technos qui utilisent ces mécanismes-là et qui sont un peu plus en bêta. Mais voilà, on a vraiment l'impression d'avoir une même approche un peu standardisée de fait. On peut s'échanger des données de manière certaine, donc c'est cool. Là, on va pouvoir commencer à vraiment interagir, on va faire un truc de fou, on va faire un compteur distribué. Donc je vais l'incrémenter, le bonhomme bleu, il va l'incrémenter aussi. Et là, comment on fait? Comment on fait pour savoir quel est le résultat finalement qu'on a quand on met en commun? Pour ça, on va devoir gérer la résolution de conflits. Là, il y a plein de techniques. Je vais juste m'attarder, moi, sur une que je trouve sympa, c'est les structures de données sans conflit, les CRDT. Les structures de données sans conflit, à la base, c'est un papier de l'INRIA. Et l'idée, c'est d'intégrer dans la structure de données les règles qui vont permettre de résoudre les conflits quand ils vont arriver. Ce qui fait que si on utilise ces données, on n'aura jamais de merge à faire manuellement. Et ça veut dire qu'il y aura des choix vraiment à faire pour que ça marche à tous les coups. Donc là, par exemple, notre compteur, ce qu'on va faire, c'est que dans l'implémentation, on va stocker toutes les valeurs qu'on récupère de tous les gens qui participent au compteur. On va les stocker, chacun va les stocker chez lui. Et puis, on va utiliser une fonction de mise en commun qui va être l'addition, tout simplement. Ce qui fait que si tout le monde utilise la même implémentation, tout le monde aboutira au même résultat. Ça paraît tout bête. Du coup, là, on a un compteur qui peut incrémenter. Mais si on veut enlever des... Donc, on va l'appeler Grow Only Counter. Si on veut enlever des choses, il va falloir qu'on puisse le décrémenter. Donc là, on va rajouter le stockage des décréments chez chacun des nœuds, et on va appliquer le même principe. On va tout copier, on va appliquer une fonction qui est on va soustraire l'addition, et puis on va obtenir le même résultat à la fin. Et donc là, on obtient un positive negative counter. Et du coup, si on prend le même principe un peu, qu'on remplace le add par un append sur un ensemble, on a un grow only set. Et si on reprend le même principe que pour décrémenter un counter sur un ensemble, on a un two-phase set qui va nous permettre d'ajouter et de supprimer une donnée. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas réajouter la même donnée par la suite. Donc du coup, on va rajouter une notion de timestamp, donc quelque chose qui peut nous dire que cette modif-là a eu lieu avant l'autre. Et donc on va avoir un LWW element set. Bref, à chaque fois qu'on va rajouter de la complexité dans la structure ou des choix sur les implémentations de la résolution de conflits, on va avoir une structure de données différente, et donc du coup il y en a énormément. Et on peut faire des trucs assez costauds, on peut faire des graphes à la Git, on peut faire des structures JSON qui ressemblent à un objet JSON, enfin on peut faire plein de choses.
Et là, le compromis, ça va être de trouver la structure qui correspond à l'usage qu'on veut en faire et qui n'impacte pas trop la performance. Parce qu'on l'a vu sur le Grow Only Counter, quand on est passé au positive-negative counter, on a doublé l'impact mémoire parce qu'on stockait les décréments aussi à côté. Et on a potentiellement aussi augmenté les données qui circulaient sur le réseau. Donc voilà, ça va être un compromis à trouver. Est-ce que c'est utilisé? Au début, je pensais que c'était un truc vraiment de recherche et que j'allais avoir du mal à trouver des exemples. En fait, en creusant un peu, je me suis rendu compte que dans Cassandra et Riak, qui sont des bases de données distribuées assez connues, il y a ces choses-là qui sont utilisées. Et puis en creusant, j'ai trouvé que dans Akka, il y avait une brique qui était proposée avec des CRDT. SoundCloud l'utilise en prod, TomTom aussi. Et puis le meilleur exemple que je trouve, c'est League of Legends. Il y a toute une vidéo sur le net pour expliquer comment ça les a aidés à scaler leur chat à plus de 70 millions d'utilisateurs. Donc c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Et puis si vous connaissez le plugin pour Atom Teletype, qui permet de collaborer en temps réel, et ben en fait derrière il y a la lib une lib qu'ils ont codée eux-mêmes, elle utilise les CRDT. Il y aura une démo pour ça à la fin du coup. Bon, c'est super, on arrive à collaborer, tout marche bien, les données sont pas perdues et tout. Dans les faits, on va quand même avoir des problèmes. On va avoir des problèmes parce que tout le monde il n'est pas gentil. Donc il y aura forcément des problèmes de sécurité. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, je pense qu'on pourrait faire 10 Brestcamp sur tous les problèmes qui pourraient se poser. Mais le plus classique, celui qu'on va revoir venir le plus souvent, c'est le Sybil attack. Ça consiste à inonder le réseau de nœuds malfaisants pour essayer de perturber son fonctionnement. Et ça, les tables de hash distribuées, elles sont super vulnérables à ça. Comme on fait plein de rebonds entre les nœuds jusqu'à atteindre la cible, eh ben, il suffit qu'il y ait un rebond qu'atteigne un nœud rouge pour que lui, il redirige vers un endroit qu'on n'a pas envie. Et puis, Internet, c'est pas juste un grand nuage entre les gens. Il y a parfois des problèmes pour les mettre en communication à cause des proxys, à cause des box, à cause de plein de choses. Et du coup, là, on va avoir un ensemble de techniques qui va permettre de passer un peu ces points de passage. La première, qui porte le nom de stun, ça va consister à simplement contacter un serveur qu'on connaît, qui est public, juste pour avoir quelle est l'interface publique à laquelle on peut me contacter. Et puis savoir est-ce que, accessoirement, je suis contactable de l'extérieur. Donc ce serveur-là, il va nous répondre, vous êtes une IP avec un port qui va généralement correspondre à un device derrière cette IP. OK, mais des fois, ce serveur, il va répondre, vous êtes derrière un NAT symétrique. Un NAT symétrique, c'est comme si vous refusiez de parler à quelqu'un du moment que ce n'est pas vous qui avez engagé la conversation. Sauf que si vous rencontrez une autre personne qui agit de la même manière, ben, jamais vous allez arriver à vous parler. Du coup, il y a une autre technique qui s'appelle turn et qui consiste tout simplement à mettre un intermédiaire. Vous allez pouvoir entamer la conversation tous les deux vers cet intermédiaire. Et puis après, du coup, la communication va pouvoir se faire. Ça montre bien que même si on parle aujourd'hui de communication client à client, peer-to-peer, sans serveur, etc., dans les faits, souvent, il y a quand même 2-3 serveurs qui traînent pour pallier un peu au fait qu'on n'a pas tous une IP unique qui nous identifie, on doit passer des points de passage, etc. Par exemple, en WebRTC, tous ces systèmes stun, turn, etc., ben c'est directement intégré à l'intérieur. Donc c'est vraiment prévu qu'on utilise ces choses-là pour mettre en contact. Voilà, donc maintenant, on a vu comment ça marchait. Il y a plein de technos qui émergent et qui se basent sur ces principes-là pour proposer une alternative un peu, ou faire évoluer l'Internet le web tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je vais essayer de présenter ce qui, selon moi, va pouvoir décoller. Donc c'est purement personnel. Je vais commencer par la blockchain parce que clairement c'est le truc qui a le plus touché le grand public jusqu'à maintenant. Et comme
ça a touché le plus de monde, c'est celui qui a rapatrié le maximum de critiques. Donc il va y avoir des problèmes de scalabilité qui vont se poser. Tous ces problèmes-là, ils vont probablement se poser sur les prochains qui feront le buzz aussi. La scalabilité, l'impact écologique. Aujourd'hui, on est à l'équivalent du Portugal en consommation énergétique. Les arnaques, maintenant que le cours a baissé, il y en a un peu moins, ou alors je les vois moins passer, mais quand le cours était haut, toutes les semaines, il y avait des histoires. Et puis la centralisation, avec le phénomène de ferme de minage, où là, en fait, les mineurs se recentralisent. Et dernièrement, on a eu une attaque de 51% sur Ethereum classique qui a réussi. Donc ça montre bien qu'il y a un vrai risque. Il y a un autre réseau qui fait un peu le buzz, qui s'appelle Solid, et il fait en partie le buzz parce que derrière, il y a Tim Berners-Lee, considéré comme le fondateur du web. L'idée, c'est un peu la même que Remote Storage, si vous connaissez, ou du mouvement Unhosted. L'idée, c'est de séparer l'application web qui rend un service et puis les données qu'elle manipule. Ce qui fait que les données, je peux les héberger là où je veux, dire à l'application, c'est là que tu peux y accéder, mais à tout moment, je peux dire, tu n'as plus le droit d'y accéder, et à tout moment, je peux dire, finalement, là où je les avais mis, ça ne me plaît pas, je vais les mettre autre part. Donc ça, c'est super intéressant, et en fait, souvent dans les technos distribués, peer-to-peer, cet état de fait, la distinction entre l'application et les données, on va l'avoir presque naturellement. Si j'en avais à en retenir qu'un seul, c'est vraiment IPFS. À mon avis, c'est celui qui, d'un point de vue potentiel de toucher le grand public par la suite, c'est le mieux placé. Pourquoi ? Parce que déjà, il est accessible. Il y a vraiment une stack complète, bien documentée. Il y a des confs, il y a une grosse communauté derrière. C'est aussi une des seules technos où on peut l'utiliser dans le navigateur et sans avoir un démon à lancer en tâche de fond. On a vu derrière que finalement ça allait quand même utiliser 2-3 serveurs, mais au niveau ticket d'entrée, c'est quand même super pratique. On peut directement faire notre petit projet JavaScript qui va dialoguer avec les gens qui se connectent au même site, etc. Il y aura une démo à la fin. Et puis accessoirement, ils ont un peu de sous. Ils ont fait une grosse levée de fonds sur Filecoin, qui est leur crypto-monnaie. Donc IPFS, c'est pour réinventer Internet. C'est des gens assez modestes. Et Filecoin, c'est pour attaquer Amazon sur tout ce qui est stockage. Donc ils ont de l'ambition, ils ont des sous, à voir ce qu'ils vont en faire. En tout cas, il y a des grands acteurs qui commencent à s'intéresser à ça, et Cloudflare, par exemple, récemment, a lancé sa gateway officielle IPFS. Il y a un autre projet que j'aime beaucoup, c'est DAT. Donc là, le background est complètement différent. À l'origine, c'est plus dans le domaine de la recherche, et puis un peu sur l'humanitaire. Et là, on va retrouver un peu la même stack technique, on va retrouver un peu les mêmes briques. Il y a des choix de design qui sont différents, mais vu de haut, ça va être un peu la même chose. Leur atout majeur, c'est Beaker Browser. C'est un navigateur qui intègre directement le protocole DAT à l'intérieur. Donc finalement, on a un ticket d'entrée aussi qui est pas très cher pour tester. Je montrerai le navigateur juste après. Et du coup, avec ces technos-là, on va pouvoir commencer à essayer de réinventer les usages, enfin les applications qu'on a. Donc il y a déjà des exemples de sortes de médiums, des Dropbox. Bon, des fois, c'est plus ou moins en bêta-alpha, mais au moins ça prouve que ça peut marcher. De la vidéoconférence, des alternatives à Twitter. Tout ça, ça bouillonne. Et puis l'année dernière, du coup, il y a Firefox qui a ajouté donc DAT, IPFS et Scuttlebutt parmi les protocoles dans la liste blanche. Donc ça veut dire que ça implémente pas les protocoles, mais maintenant les extensions ont le droit de capter ces adresses et d'en faire quelque chose derrière. Et si vous voulez en savoir plus sur Scuttlebutt, je fais une autre conf cet après-midi en fixé à 13h30. Il y a un autre réseau, Matrix,
dont vous avez peut-être entendu parler indirectement parce que le gouvernement français a décidé de lancer un projet pour refaire sa messagerie interne, un truc sécurisé, open source, pour pallier un peu l'utilisation de WhatsApp qui était faite jusqu'à maintenant. Et en fait, c'est basé sur Matrix. Ils n'ont pas repris le client classique, ils en ont refait un à leur sauce. Et pour info, il y a une équipe de 6 devs à Rennes qui bosse pour la startup New Vector, là, mais qui est core contributeur sur principalement les applis mobiles de ce réseau-là. Matrix, il va se distinguer des autres parce que paradoxalement, il n'est pas très connu. Enfin, j'ai rencontré peu de personnes qui le connaissaient, mais au niveau nombre d'utilisateurs, ils sont à plus de 2 millions à ma connaissance. Et clairement, c'est au-dessus de IPFS et DAT, à mon avis. Il n'y a que Mastodon qui est clairement au-dessus, mais au niveau utilisateur, ils sont vraiment devant. Et puis si vous voulez en savoir plus, il y a une série de blogs sur le blog Mozilla Hack, intitulé Introducing the D-Web, qui passe en revue d'autres technos, pas toutes, il y en a encore plein d'autres, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter. Mais déjà, là, ça en passe en revue d'autres, avec à chaque fois une explication, un petit exemple pour commencer, etc. Ok, on va passer aux démos maintenant. Et alors, je vais me connecter. Et donc, on va jouer avec Beaker Browser. Ok. Merci de ne pas se connecter à ce réseau. Ça n'a pas marché. Ok. C'est peut-être le fait de ne pas avoir le réseau quand il s'est lancé et de l'avoir chopé en cours de route qui l'a perturbé. On va recommencer. Hop. Voilà. Ok, bon. C'est un navigateur comme un autre. Si je tape Toto dans la barre d'adresse, il va me faire une recherche web classique. Donc on a bien le HTTPS en haut. Voilà, tout ce qu'il y a de normal. Donc là, si je vais sur un site totalement pris au hasard, hop, il l'a pas pris. Ok. Cherche, explore. Tac, voilà. Et là, on va voir que ça s'est transformé. On n'a plus le HTTPS, alors que c'est l'adresse que j'ai renseignée. Il a automatiquement détecté qu'il y avait une version hébergée sur le réseau peer-to-peer DAT. Donc on a un DAT : / et on voit qu'il y a 4 personnes qui partagent ce site web. Donc là, c'est un peu les sites web qui rencontrent BitTorrent. Donc là-dessus, on peut découvrir, sur ce site-là, on peut découvrir un peu les applications qui existent. Donc on va tester Fritter, qui est une alternative à Twitter. En espérant que ce soit pas trop long. Ok, on va essayer un autre. Ah, il a craché. Donc pour info, il y a eu une mise à jour hier soir. Et comme les mises à jour maintenant sont automatiques, c'est pas impossible qu'il y ait des instabilités. Hop, on va recommencer. On a encore 20 minutes. On est large. Ok.
Hop. On recommence. Ok. Ah. On va essayer avec une autre. On va essayer avec Reader, qui est un lecteur RSS. Et non, ça marche pas non plus. Ok. Bon. J'ai pas de plan B. C'est bien dommage, parce que il y avait une démo sympa. Bon, bah écoutez, ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Ok. Ouais, je vais montrer une autre démo juste avant. Alors, hop, je vais revenir sur les slides. Hop, donc il y a une autre démo. Un rôti, donc je ne sais pas si vous connaissez le principe, vous levez en temps normal, ça se fait physiquement, on lève un doigt de 1 à 5 pour dire est-ce qu'on a perdu notre temps ou au contraire est-ce que c'était super. Donc là on va le faire en peer-to-peer, et donc si vous voulez vous rendre sur l'adresse qui s'affiche avec vos téléphones, on va pouvoir, si ça marche, expérimenter ça. Je vais essayer de le mettre. Hop. Hop. Ça, on peut le faire. Tac, voilà. Voilà. Donc là, normalement, vous avez possibilité de mettre donc la node, Demo Effect en effet. Et il y a déjà 14 personnes qui... 18, moi ça augmente. Yes. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est un site statique hébergé sur GitHub Page. Donc il n'y a pas de serveur qui tourne derrière, il n'y a pas de logique particulière qui tourne derrière. Mais ça va utiliser IPFS, donc la version utilisable dans le browser, pour mettre en commun tous ceux qui se connectent au même site. Donc là, on en a 25, 26, ça augmente. Et puis, ça va utiliser une librairie qui s'appelle y.js et qui est une implémentation CRDT en JavaScript pour pouvoir gérer la liste des votes plus les commentaires. Voilà, donc on peut commencer les questions si vous voulez. Juste une question aux Arga, peut-être que le réseau fait quelque chose. Est-ce que j'ai pas pensé à demander l'accès Wi-Fi? Ouais, c'est pas sûr que ça aurait été mieux. Non, ok. Bon. On va pas insister. Oui, merci pour cette presse, c'était super clair. Juste une question sur l'un des protocoles qui a parlé, qui s'appelait, je crois, Remote Storage, ou quelque chose comme ça, séparé de l'application de la data. Ouais. Question un peu bête, mais qu'est-ce que ça change par rapport à charger un site web statique et charger une API depuis n'importe quel service en termes de séparation? Ça change pas grand-chose. C'est en fait, c'est l'application qui propose une interface remote storage. Donc c'est l'application qui va te dire que les données qu'elle va manipuler, tu vas choisir où tu les héberges. Et du coup, toi,
dans l'exemple, en gros, quand tu crées un compte, tu vas avoir une petite fenêtre. Tu vas dire je veux stocker ça dans un hébergeur compatible avec Remote Storage, sur Google Drive, sur Dropbox, des choses comme ça. Donc c'est le même principe, mais c'est juste que c'est un choix de l'application à la base, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être qu'il y en a dans les commentaires. Je suis étonné, il n'y a pas encore eu de tentative de XSS dans le... Parce que je te l'ai déjà fait la dernière fois, c'est pour ça. Elle a été corrigée, oui, c'est sûr. Bonjour. Tu n'as pas parlé du tout d'anonymisation, je me souviens que c'était cool. Mais ça m'aurait intéressé de savoir s'il y avait une implémentation type IPFS anonymisée. Alors je sais, enfin, j'ai pas creusé ce sujet-là en particulier. J'imagine que c'est quelque chose. Après, le IPFS, ça va être un protocole d'échange. Est-ce que c'est possible de l'ajouter après coup par-dessus ce protocole, ou est-ce que ça doit vraiment être au cœur du protocole? Là, je sais pas trop. Parce que pour les blockchains, on voit qu'il y a du Zcash, du Monero qui proposent des alternatives pour l'implémenter. Au niveau de tout ça, là, je connais pas. Bonjour, merci pour la presse. Je voulais savoir s'il y a des mécanismes dans IPFS qui permettent d'inciter les gens à stocker les données chez eux, entre autres de la taille du réseau. Oui, c'est un peu le rôle de Filecoin, du coup, la blockchain qu'ils ont lancée à côté. Le principe, c'est de récompenser les gens qui partagent les données des autres. C'est comme ça qu'on gagne des pièces. Merci pour la presse. Alors moi j'avais une question, c'était sur les serveurs Turn et Stone. Est-ce qu'il y a des serveurs qu'on peut utiliser sans avoir hébergé une autre? Oui, j'en ai pas en tête, mais oui, en fait, à chaque fois... Google, ils ont hébergé un, et on peut s'en servir, mais c'est pas vraiment, ils m'en servent rien. Il y a des raisons qu'on a évoquées au début. Oui. Comme ça, j'en connais pas de plus respectueux de la vie privée, mais oui, généralement, quand on en utilise un, on ne l'héberge pas et on l'utilise sans le savoir, en fait. Donc, il y en a. Mais j'en connais pas plus que ça. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une autre question. C'était, tu nous as montré le protocole DAT. Tu es où? Ah, pardon. Tu nous as montré le protocole DAT. Est-ce que pour des amateurs ou pour des développeurs un peu libres, il y a moyen d'y accéder facilement, comme par exemple utiliser quelque chose comme Nginx pour rediriger sur un autre protocole ou autre? Ou est-ce que c'est encore un peu confidentiel? Alors, je vais montrer ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, tu vas me dire. Mais à la fin de la démo, normalement, je montrais que si je coupais le navigateur, mon site disparaissait. Parce que du coup, le navigateur fait office de partageur. S'il n'y a plus de partage, comme sur le torrent disparaît. Et donc, il y a des services d'hébergement, dont hbase.io, qui permettent, c'est un hébergeur cloud qui est compatible avec DAT, mais en fait, le soft qu'ils utilisent pour héberger les archives DAT, il est en open source et on peut le lancer assez facilement chez soi, l'héberger soi-même. Ça répond à ta question? Ok, s'il n'y a plus de questions et qu'on a encore un peu de temps, peut-être on peut essayer d'aller voir sur le site de Beaker Brothers s'il y a
pour remplacer un peu la démo et montrer un peu quand même ce que c'est capable de faire. Donc, je vais essayer de trouver comme ça des choses intéressantes. Hop là. Voilà, donc typiquement, ce que ça va nous permettre de faire, Beaker Browser, c'est de créer des archives et de les héberger en local sur notre PC. Donc ça veut dire que quand on va aller sur Fritter, l'alternative au réseau, on va créer notre profil, et ce profil-là, il va être créé dans notre librairie perso. Il ne va pas être hébergé sur les serveurs de Fritter. D'ailleurs, Fritter n'a pas de serveur. En soi, c'est aussi une archive partagée sur le réseau. Et du coup, ça veut dire que cette archive-là, on va pouvoir... ça marche. On va pouvoir, je ne sais pas si on voit très bien le screenshot là, on va pouvoir aller dans la librairie et éditer tous les fichiers qu'il y a dedans. Et là, on a une interface un peu à la GitHub qui est assez familière. Donc ça veut dire que je peux ouvrir mon fichier dans l'archive Fritter, j'ai un fichier profil.json qui contient mon nom, ma description, les gens que je suis, etc. Et ben, je peux ouvrir ce fichier JSON, modifier ma bio et rafraîchir Fritter, et hop, ça a changé. Donc, on a vraiment un résultat qui fait que Fritter n'héberge pas notre profil, que notre profil il a été créé en local, qu'on est les seuls à pouvoir modifier, et du coup que plusieurs personnes peuvent y accéder, mais pas le modifier, grâce au réseau peer-to-peer. Ça veut aussi dire que quand on va sur un site comme Reader que j'ai essayé de lancer, qui est un lecteur de flux RSS, quand on y va, il nous propose de le forker, un peu comme un projet GitHub. Et donc quand on va le forker, il va nous dire « faire une copie de ce site web ». On va cliquer OK, et hop, il va nous créer une copie dans notre librairie locale. Et cette copie-là, on va pouvoir la modifier, changer le flux, enfin les sources des flux RSS, et puis le customiser comme on veut. Et donc, on peut même aller plus loin, c'est que directement dans Beaker Browser, on a un menu pour créer un nouveau site web. Hop, ça va nous créer une archive avec un index.html et quelques scripts, et puis on va pouvoir commencer à directement héberger le site. Et après, quand on veut vraiment l'héberger et le laisser en ligne sans que le navigateur, sans laisser le navigateur tourner tout le temps, eh ben on peut se reporter vers HBase. Et le principe, ça va être que sur notre serveur HBase, on va piner le site, on va lui dire bah, celui-là, tiens, tu le partages, et donc il va rester en ligne indéfiniment. Je ne sais pas si c'est clair. S'il y a d'autres questions par rapport à ça, on a encore un peu de temps a priori. Merci pour la presse. Les protocoles ont l'air super ouverts. Est-ce qu'il y a quand même des fonctionnalités pour faire du contrôle d'accès ou du semi-public, par exemple? C'est-à-dire de contrôler... Si je veux, par exemple, avoir une page, mon profil, mais restreint à un certain nombre de personnes ou donner des accès, est-ce que dans le protocole, il y a des choses Non, le protocole, ça va être assez léger, ça va être tout ce qu'on va construire un peu derrière. Il y a... alors, c'est pas encore embarqué dans Beaker, parce que ça vient tout juste de sortir, mais il y a un nouveau système qui consiste à gérer des droits d'accès dans les archives, et donc potentiellement maintenant à avoir plusieurs gens qui ont le droit d'écriture, et aussi à enlever des droits de lecture dans l'archive. Potentiellement, ça peut peut-être répondre à ces cas d'usage-là. Ouais. D'accord, merci. Ok. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à venir me voir après s'il y a d'autres questions.